Expansion PME, propulsée par Axe Montérégie, pôle de développement stratégique. Acteur clé du développement régional qui propulse les initiatives, fait bouger les idées et crée un impact réel. Vous présente l'Axe de croissance, le balado qui vous inspire la direction, qui vous aide, vous informe et vous permet d'apprendre. À travers des intervenants de plusieurs horizons, parlons de sujets qui vous intéressent. Mon nom est Benoît Rochefort et j'ai le privilège d'aller à la rencontre d'entrepreneurs et de personnes qui connaissent leur domaine. Dans cette première série, abordons comment faire des affaires avec la Défense nationale dans le cadre des rendez-vous des PME. Édition Sécurité-Défense. Il y a un sujet que nous avons abordé à plusieurs reprises avec différents intervenants. En fait, on a abordé le thème de la cybersécurité. Et j'ai la chance d'avoir un expert justement en cybersécurité pour la défense. Il s'appelle M. Benoît Tremblay. Benoît, est-ce que je peux t'appeler Benoît? Tout à fait. On va se dire tu. Hein? Oui. Et puis en passant, merci pour ta patience. Je sais que tu as attendu pour refaire l'enregistrement du balado. Non, pas de problème. Donc, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. On va parler de cybersécurité et pour aborder le sujet, justement, on n'a pas abordé... Là, on a la chance d'avoir un expert et je veux vraiment qu'on prenne le temps de comprendre qu'est-ce que c'est la cybersécurité. Donc, Benoît, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, exact. Il y a un mythe là, concernant ce mot-là. Souvent, on va penser que la cybersécurité, c'est vraiment le petit hacker qui vient chercher vos documents sur votre ordinateur ou des cas qu'on va voir, par exemple, dans les médias. Mais c'est plus que ça. Un incident de cybersécurité, c'est à partir du moment où votre entreprise n'est pas capable de fonctionner. Donc, perte de contact avec la clientèle, avec le staff, avec les fournisseurs. Là, on va se retrouver dans un moment où on a un arrêt des opérations et ça va être considéré comme un incident de cybersécurité. Pourquoi je dis ça? Bien, si, par exemple, par erreur, quelqu'un arrache, là, en faisant des travaux, arrache le câble Internet en face de votre bâtiment puis on n'a plus accès à vos serveurs, ça en est un incident de cybersécurité. La raison pourquoi on englobe tout ça sous les incidents de cybersécurité, c'est que la façon de les prévenir est la même. C'est que ça va prendre un plan de recouvrement en cas de sinistre, ça va prendre aussi un plan de prévention. Et ce genre de plan-là est monté pour couvrir les deux genres d'incidents que je viens de nommer là et un paquet d'autres. Donc, c'est vraiment, on cherche à protéger les opérations technologiques de l'entreprise. Donc là, si je comprends bien, ton métier, c'est lorsque, c'est pas juste de dire quand il y a un incident informatique ou un piratage dans une entreprise, c'est quand il y a un bris de service, là, il arrive un sinistre, il arrive un problème, plus d'Internet, vous autres, vous intervenez pour reconnecter les gens. C'est ça que je peux comprendre? Exact. C'est une partie de mon travail qui est un petit peu scindée en deux. Un peu comme un pompier, je vais faire de la gestion de crise, donc entre parenthèses, je vais éteindre des feux. Mais de l'autre côté, on va travailler beaucoup en prévention parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les meilleurs pour prévenir les incendies, c'est les pompiers. C'est un petit peu la même chose. On voit tellement de types d'incidents différents qu'on arrive à construire une certaine connaissance pour éviter puis pour transmettre cette connaissance-là aux entreprises pour passer en mode prévention. C'est quoi les effets? En fait, c'est quoi l'importance pour une PME de se préoccuper de la cybersécurité? C'est vraiment à la fin de la journée, souvent les gens vont dire « Ah, le problème d'investir en cyber, c'est le signe de dollar. Là. Je mets de l'argent, mais tu ramènes à rien, Ben. » Non, mais je vais éviter par contre qu'on y touche à ton portefeuille parce que c'est souvent ça qui est le plus gros impact. Une statistique qui fait peur, là, depuis le 1er janvier 2020, on a participé, nous, dans notre équipe, de près ou de loin, à la fermeture de 23 entreprises au Québec. Au Canada. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des entreprises qui ont été impactées par des incidents de cybersécurité. Puis après un certain temps, souvent, on va constater, les statistiques nous disent là, entre 8 et 14 mois environ, là, et ils vont s'étouffer dans leur cash flow en raison de l'incident. Donc, il y a une espèce de petit trou d'enfer là, qui démarre. C'est que oui, il y a un arrêt des opérations technologiques, mes données ne sont pas accessibles, je les ai perdues, j'ai un ransomware, le fameux rançongiciel. Il y a un paquet de facteurs, mais à la fin de la journée, c'est beaucoup une relation, tu sais, c'est un système de trust là, avec les clients, là. C'est un système de trust avec le staff aussi. Et là, ce qu'on va constater, c'est qu'il y a une perte là, de cette confiance-là. Et tranquillement, ben, l'entreprise va s'étouffer dans son cash flow parce que, veut pas, ses infrastructures restent, son salaire reste, ses dépenses restent, mais tout d'un coup, les revenus vont glisser. L'autre impact aussi qu'on va voir, c'est que des fois, ben, recours collectif, par exemple. Tu as peut-être perdu des informations lors de l'incident de Air Canada avec Aéro Montréal.
ben, peut-être qu'à un moment donné, tu vas te faire impacter toi personnellement en raison d'un incident de cybersécurité. Quelqu'un va faire une enquête, on va remonter le filon, puis ça va être la faute d'Aréo Montréal. Ben, peut-être qu'un groupe d'avocats va dire hey, ben, on va faire un recours collectif. Et là, le fameux coup du marteau augmente très rapidement. Là. Dans les dernières années, ce fameux coup de marteau-là a augmenté de presque 1 million par année. Quand j'ai commencé à faire des conférences en 2018, on était environ autour des 2 millions. Et là, aujourd'hui, on est rendu à 6,8. Et là, je parle pour des entreprises, des PME seulement en bas de 500 employés. Là. Donc, les Desjardins de ce monde ne font pas partie de ma statistique. Là. OK. C'est quand même impressionnant de voir qu'il y a une incidence. Tu sais, dans le fond, souvent, ce qui est véhiculé dans les médias, c'est quand une entreprise se fait voler des données ou se fait hacker lors de l'événement, mais on n'entend jamais parler de, justement, des effets qui viennent par la suite. Puis tu en as parlé en disant, ben il y a des entreprises entre 8 et 12 mois, 14 mois fermes. Donc, ça l'arrive. Alors, les conséquences, c'est dans le fond, après l'événement de cyberattaque, peut être excessivement catastrophique pour l'entreprise. Exact. Alors, comment est-ce que la PME peut faire pour être capable d'éviter ce genre de situation? Bien, même chose. Là, je parlais tout à l'heure de mes 2 chapeaux. Bien, c'est la même chose. Donc, on va travailler beaucoup en mode prévention pour éviter que ça arrive et on va préparer un plan de gestion de crise si ça doit arriver. Comment on gère ça? Je vais faire une analogie encore avec le milieu d'incendie. Si on installe un super système de service incendie à l'intérieur d'un édifice, et puis que ça peut quand même arriver qu'un feu se déclare, on aimerait ça qu'il abîme le moins possible, peut-être une pièce, un mur, que ça soit limité à un espace. Donc, c'est un peu le même genre de choses qu'on va faire. Évidemment, je fais une analogie, mais c'est le même genre de choses qu'on va faire. Donc, on prépare toujours, on va dire, 2 stratégies, même si la deuxième, on espère ne jamais la vivre. Parce que le pire qui peut arriver, c'est le plan C, là, que je veux dire, où là, il n'y a absolument pas de préparation. Puis des 23 entreprises que j'ai parlé, 22 n'avaient rien, n'avaient pas de plan de préparation, quoi que ce soit. OK? Donc, vous voyez, tout de suite, là, on diminue le risque énormément de tomber du côté obscur. Il y a aussi l'impact financier qu'on va essayer de limiter le plus possible parce que je veux bien faire attention avec mon 23 entreprises. Ça reste une minorité. Mais on n'arrête plus de compter les dizaines de millions de dollars qui ont été perdus dans les PME canadiennes à la suite d'incidents de cybersécurité. Argent qui va empêcher des augmentations de salaire, des investissements, des achats d'entreprises. Les gens qui nous écoutent, s'ils sont entrepreneurs, là, je vous dis demain, je vous handicape de 50 % de vos revenus cette année, là, ils vont faire des grimaces. Non, c'est sûr. Puis ça a un enjeu économique important, je pense, dans ça. Est-ce que le coût de protection est quand même si élevé que ça, dans le fond, pour protéger une PME en cybersécurité? Pas nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui vont se tourner, puis rapidement, ils vont sauter sur des solutions. OK? Puis je ne veux pas parler contre les gens qui vendent des solutions, mais souvent, il y a un step qui a été manqué. Souvent, je dis aux entrepreneurs, si demain, vous avez besoin d'un véhicule spécifiquement pour votre type d'entreprise, vous êtes électricien, vous êtes plombier versus vous vendez des maisons, on s'entend que vous n'avez pas besoin du même type de véhicule. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont partir, vont aller voir le premier concessionnaire, puis ils vont prendre le meilleur deal, ces voitures. Sauf que là, ils ont acheté un pick-up quand ils ont besoin d'un véhicule électrique ou vice-versa. OK? Donc, c'est ça qui se passe quand il n'y a pas de plan, en fait, quand on n'a pas structuré rien. Un consultant ou un expert en cybersécurité va arriver, puis lui va pouvoir déjà étudier la situation actuelle, vérifier le niveau de maturité, où est-ce qu'on se trouve, par rapport à son secteur, mais aussi par rapport au reste des PME dans le Canada. Et là, après ça, dire un plan, puis dire « Ah ben c'est telle solution que tu aurais besoin ». Et là, on prend des meilleures décisions. Et là, il y a une économie de coûts qui peut être massive parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que des fois, on va faire des audits dans des entreprises, on va se rendre compte qu'ils payent trop pour ce qu'ils devraient. Puis après ça, j'ai l'autre de l'autre côté qui n'a pas du tout investi. Mais il y a juste un milieu, là. Puis souvent, c'est parce qu'il y en a qui sont allés dire « Hey, ça coûte une fortune de se sécuriser en cyber. » OK, mais c'est quoi ton revenu? C'est quoi la pesanteur de tes technologies chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Puis à un moment donné, les gens se rendent compte, tu sais, la réalité aujourd'hui, on va se le dire, là, puis on est devant là, du matériel électronique, là. J'enlève ton matériel électronique aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. Non, on n'a pas de balado. Voilà. On a une belle discussion, par contre. Oui, mais ça se limite à ça. Exactement. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, la technologie est tellement implantée dans les entreprises que ça devrait être géré comme une gestion de risque, comme les ressources humaines et comme les finances. Mais parce que c'est un métier qui, dans l'échelle de l'histoire, date d'hier, parce qu'on va juste se mettre dans le contexte, là, en 1995, là, mon métier n'existait pas. Okay? Fait que dans l'échelle de l'humanité, là, on est né hier. Okay? Effectivement. Et là, il faut mettre cette culture-là de gestion de risque dans les entreprises en disant, guys,
Les TI et la cyber, c'est la même chose en gestion de risque que votre ressources humaines, que votre finance. Puis même le speech n'est pas encore là. Tu sais, souvent, je dis aux gens, vous êtes propriétaire d'entreprise, je vous parle OPEX, CAPEX, EBITDA, ce genre de trucs-là, vous comprenez de quoi je parle. Mais il y aurait une base aussi comme ça à comprendre au niveau cyber et TI. Et souvent, ben, c'est les gens de cyber ou TI à table qui le savent, mais il n'y a pas de communication qui se fait. Et là, on assiste, puis là, je sais que les gens qui nous écoutent vont peut-être l'avoir déjà vécu parce que souvent, les gens me font des grimaces quand je dis ça. C'est que là, on va parler de dollars pour investissement en TI. Les gens de finance regardent les gens de TI. Je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Les gens de TI regardent le directeur général. Il ne me donne pas d'argent, on est à risque. C'est quoi le risque? Je ne suis pas capable de te le dire. Je ne le vois pas parce que je n'ai pas les KPI. Je n'ai pas les indicateurs de performance clés pour te répondre. C'est malsain comme conversation. Absolument. Dans ce que tu viens d'expliquer, Benoît, il n'y a aucune piste de... Tu sais, honnêtement, c'est plus que l'œuf et la poule, là. Tu sais, tu n'as pas de piste parce que tu n'as pas d'informations pour prendre tes décisions. Exact. Puis, tu sais, veux pas, les entreprises ne sont pas nécessairement tous bien structurées, bien organisées. Puis, tu sais, comme autant tes états financiers, puis ton système comptable, ta facturation, tes comptes à recevoir, comptes à payer doivent être bien structurés, service de paye. Mais je pense que ça doit aussi s'annexer parce qu'à cette heure, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, tout se passe aussi en ligne, en informatique. Exact. L'administration d'une entreprise se fait sur justement des serveurs ou sur du cloud, tout dépendant comment ils sont organisés. Je pense que c'est une roue qui doit être ajoutée, la cybersécurité, à ce moment-là, défendre notre information, parce que l'information financière, c'est de l'information stratégique. Et la liste de clients, imaginons qu'on se fait voler notre liste de clients puis que ça se ramasse sur le dark web puis qu'on se fait acheter ça. Puis là, à ce moment-là, il y a des conséquences qui peuvent être problématiques. Pour citer un expert qui en a parlé dans un autre épisode qui s'appelle Benoît Tremblay. Donc, je t'ai cité, d'ailleurs, tu m'en avais parlé en pré-entrevue. Donc, c'est assez problématique, je pense. Il faut que les entreprises dans le fond, fassent la balance aussi entre ce que je vais investir pour avoir une sécurité, puis aussi parce que le niveau de risque est un élément aussi qui devient assez important. Toi, dans ton rôle avec la défense, parce que tu es un expert en cybersécurité, est-ce que ton rôle, c'est juste donner des conférences, faire des podcasts, donner des entrevues? Est-ce que tu fais de l'intervention justement auprès d'entreprises pour les aider à ce niveau-là? Oui, je suis toujours actif. On a une équipe, mais OK. je suis toujours actif. C'est sûr et certain que je suis celui actuellement qui, je te dirais, qui gueule dans le vent concernant notre métier. Mais je le fais avec plaisir, là. Je dis ça à la blague, là. J'aime bien communiquer puis faire réaliser aux gens un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Mais moi, ma mission première, c'est vraiment l'éducation. C'est vraiment l'éducation. Encore ce matin, j'ai essayé de transmettre lors de la conférence des points où les entrepreneurs peuvent rentrer lundi au bureau puis regarder un truc. Puis s'il est correct, bien déjà, c'est au moins un truc de moins qui peut causer un incident. Donc, c'est toujours ce que je vais rechercher à faire. Donc, oui, je suis le porte-fanion là, actuellement. L'intervention, dans le fond, de ton département, est-ce que vous travaillez juste du côté de la sécurité-défense ou en fait de la défense, ou est-ce que des fois vous donnez un coup de main à des partenaires? Est-ce que vous êtes, tu parles que tu fais partie d'une équipe, là, donc, votre niveau d'intervention est à quel niveau? Oui, donc nous, presque 65 % de nos clients gravitent dans la chaîne d'approvisionnement du militaire. C'est pour ça qu'on s'est spécialisé là-dedans. C'est parce que les requis sont différents. Donc, on en a fait un petit peu comme notre produit niche, entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on va faire pour la défense? C'est deux types d'intervention. La première, c'est tout ce qui est certification. Donc là, depuis des années, on aide les entreprises canadiennes à se certifier sous la certification CMMC, qui est la certification américaine de cybersécurité pour travailler avec des primes, donc des donneurs d'ordre américains. On va donner aussi des certifications comme le FedRAMP, qui sont pour ceux qui développent des logiciels qui doivent se connecter dans le cloud américain. Le Canada a répliqué avec des certifications dont j'ai ma collègue Isabelle qui en a parlé là, tout à l'heure sur l'autre podcast. Donc là, maintenant, on est équipé au Canada d'une certification qu'on avait commencé à déployer, mais on attendait la suite là, parce que c'est vraiment un avion qui se construit en vol. Puis quand je dis ça, c'est absolument pas péjoratif. Je suis très content qu'on soit en train de le faire.
parce que ça va aider aussi notre chaîne d'approvisionnement. Donc, beaucoup, puis évidemment, tous les autres types de certifications cyber, ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, ce sont des trucs qui vont vous être demandés soit par vos fournisseurs ou vos clients en fonction du type d'entreprise que vous êtes. Donc, dès que ça touche la cyber, on peut vous appuyer. C'est sûr qu'en étant un petit peu plus niche dans la défense, les requis sont des fois différents parce que travailler avec un fournisseur de la défense, c'est pas comme travailler avec un fournisseur, entre parenthèses, lambda, là, puis c'est pas non plus pour les dénigrer, mais en raison du contenu qu'on va transférer qui est technologique. Donc, là, on va parler de données, par exemple, de plans d'avion, des choses comme ça. Bien évidemment, c'est pas la même chose qu'une machine à coudre. Donc là, il faut qu'on fasse attention à ces plans-là. Donc, c'est pour ça que ces entreprises-là doivent s'équiper à un plus haut niveau de la cybersécurité pour travailler avec leurs primes. L'autre partie qu'on va aider les entreprises, c'est qu'on offre le service de CISO, donc Chief Information Security Officer, on demand. Donc, vraiment, là, tu sais, on call. Donc, si quelqu'un a besoin quelques heures par semaine ou quelques heures par mois, bien, il peut avoir accès à un Benoît Tremblay ou à quelqu'un dans mon équipe qui a le même savoir parce que les PME ne sont pas capables, il n'y a pas de travail pour des gens comme nous à 40 heures semaine, mais vu le requis, un peu comme un service comptable, des fois, ton entreprise n'est pas assez grosse pour avoir 2 personnes à l'interne plus un comptable, bien, tu vas le sous-traiter à une compagnie comptable extérieure. Bien, il faut me voir un peu comme dans la même situation pour venir mettre la culture en place, puis faire les suivis, puis s'assurer qu'on est conforme avec la réglementation, par exemple loi 25, puis PEDA, puis après ça, au niveau de la défense, toutes les certifications requises. Donc, ça reste un mandat qui est plus vivant que le premier. Le premier, c'est un petit peu un projet A à Z. On vient, on l'intègre, hélicoptère in-out, on ressort. Le deuxième, lui, on va être le bras droit en termes de direction de la sécurité de l'information. Je trouve vraiment intéressant le fait de voir un peu cette approche-là je dirais de sensibilisation, d'intervention ou d'aide, parce que veut pas, les entreprises, des fois, peuvent se sentir un peu démunies, surtout dans un sujet comme ça. Question plus précise sur la chaîne d'approvisionnement. Si, par exemple, il y a un main ou un principal qui chapeaute un contrat, est-ce qu'il doit, lui, exiger, entre autres, que ses sous-traitants ou partenaires doivent avoir les mêmes paramètres de cybersécurité? Oui, c'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça qu'on est assis ensemble aujourd'hui. Ce qui se passe, en fait, c'est que un peu, on se rappelle tous, parce que ça a été très médiatisé, l'événement de Desjardins, qui a conscientisé un paquet de gens à la cybersécurité au niveau entrepreneurial. Il vient de se passer la même chose dans la défense il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années à peine. Un prestataire de services de Lockheed Martin qui s'appelle Raytheon, qui a échappé, je vais mettre ça entre guillemets ici, là, qui a échappé les plans du F-35 dans le Dark Web en raison d'un incident de cybersécurité. L'avion n'était pas encore construit, qu'on a tous accès aux plans via le Dark Web. OK. Et là, Lockheed Martin s'est fait taper sur les doigts par le gouvernement américain en disant « Écoute, on t'approuve un projet. C'est un projet sur plusieurs dizaines d'années. C'est plusieurs milliards de dollars. Puis là, tu échappes les plans. » Et là, Lockheed se tourne de bord et dit « Mais c'est pas de ma faute, c'est mon prestataire de service. » Et là, on a vu apparaître dans ces primes-là des départements de gouvernance de risque et de conformité qui, eux, ont envoyé des lettres, des amendements des contrats, des courriels à leur chaîne d'approvisionnement en disant, là, à partir de maintenant ou à partir de demain, dépendamment des types de contrats, tu vas devoir être certifié, par exemple, CMMC niveau 1, CMMC niveau 2 ou des nouvelles normes. Ou en Europe, il y a le NIS 2, il y a Cyber Essentiel Plus au Royaume-Uni. Donc, dépendamment des pays, là, ils ont mis des impositions. Et là, ce qui arrive, c'est que la chaîne d'approvisionnement, tout d'un coup, il y a deux vitesses à ça. Il y a celle qui est déjà dans l'entreprise qui est déjà dans la chaîne, qui, elle, à son renouvellement, va se faire dire « ça te prend la certification » et qui ne l'a pas maintenant parce que ça n'avait jamais été demandé avant. Donc, eux doivent y accéder. Et en même temps, on en a fait un requis. Donc, là, ceux qui veulent rentrer dans la danse doivent aussi passer par le même processus, même si eux, des fois, n'ont pas encore le contrat, parce que là, les primes vont leur dire « Bien, si tu veux me parler, sois sûr d'avoir au moins ABC comme certification. » Donc là, ces gens-là doivent aller s'équiper. Ça peut représenter un investissement de combien pour une PME de dire je vais soit aller me chercher une certification, mettons, de base, là, le premier niveau, par exemple. L'entreprise, là, mettons, qui est moyenne, là, elle a une bonne structure, mais qu'elle doit quand même faire un certain investissement. Ça pourrait
un prix budget. Là. Je veux pas qu'on me dise Non, je comprends. un prix fixe, là, mais tu sais, ça pourrait représenter combien, un investissement? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les certifications comme le CMMC puis le PCCC, là, que j'ai souvent appelé PCCSC, qui est le terme anglais pour la certification canadienne, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, en toute transparence, là, entre 0 puis peut-être 12 000 OK? Pourquoi je donne une échelle de 0 à 12 000? C'est qu'il y en a qui sont capables de le faire eux-mêmes parce que c'est un programme qui est, on appelle auto-assessment. Là, j'ai échappé le terme français, mais c'est tu t'audites toi-même. OK? Donc là, quelqu'un pourrait juste dire... C'est OK, sous forme d'autodéclaration. Exact. Donc là, je le fais moi-même, je pense que j'ai ça, puis voilà. On ne recommande pas ça, évidemment. On recommanderait qu'un expert vienne puis faire l'évaluation pour dire en même temps, ben voici ce qui ne marche pas, voici les recommandations, voici ce que tu dois faire. Donc là, je parle de temps de consultation ici, OK? Donc, il y en a qui vont... 0 12 000. Oui, exactement, selon la pesanteur. Le niveau 2, ce qu'il faut démystifier, autant pour la certification canadienne qu'américaine, il y a un mythe là, qui dit c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est comme un escalier, pas du tout. OK? Le niveau 2, là, c'est prendre un élévateur puis monter l'Empire State Building. OK. C'est ça plus compliqué que le premier. On va passer de peut-être au Canada 13, aux États-Unis 17 points de contrôle à 110 avec la certification américaine. Donc, et c'est 110 points de contrôle avec évidence, avec la documentation, le comment tu l'as fait. Okay. Donc là, ça devient beaucoup plus lourd. En termes d'expertise, selon la grosseur de l'entreprise, on va compter entre peut-être 35 et 80 000 $ pour l'implantation. Évidemment, c'est large parce que ça dépend du type de business, des requis, un peu comment ça marche. Donc, je donne des prix moyens ici, là. Donc, entre 35 000 et 80 000 $, c'est ce qui va être abordable pour la PME, pour la mettre en place. Le problème qu'on a beaucoup avec le niveau 2, c'est que ça, c'est les frais consultation que je parle. Mais malheureusement, des fois, il faut multiplier ce montant-là par 5 jusqu'à des fois 12, 14 en frais d'implantation de matériel. C'est que des fois, on arrive sur place, puis j'en parlais ce matin, je faisais ça à la blague, mais c'est une blague à moitié parce que ça m'est arrivé la semaine dernière. On a une firme qui vient nous voir. J'ai besoin d'être CMMC pour hier. On fait une évaluation du réseau. Ils ont un courriel, c'est le nom acmeinc@videotron.ca. Donc, tu comprends là, que je pars de 1860 puis je dois les amener en 2026 avant même de commencer à parler CMMC. J'aime ton exemple. 1860. Ah, oui. C'est loin, là. Oui. Il y a des entreprises qui sont très, très loin. Il y a des fois, il y en a, la technologie, elle est peu ou pas présente, là, en dehors des téléphones mobiles. Et là, je dois amener ça à un niveau spick and span, mais il faut que je fasse littéralement une transformation numérique entre les deux. Absolument. Donc là, tu sais, c'est malheureusement pas rare de voir des entreprises qui vont payer plusieurs centaines de milliers de dollars en rehaussement d'infrastructures. Fait que ça, c'est pas le bill de Ben. Ça, c'est la danse des partenaires qu'on va embarquer. On va dire, bien, ça te prend un nouveau serveur, ça te prend un nouveau pare-feu. Celui que toi n'est pas conforme. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que le matériel choisi, malheureusement, il n'y a pas de standard. Donc, il y en a qui est certifié militaire, d'autres pas. Donc, ça m'est arrivé il y a un mois, on est arrivé sur site, j'ai besoin d'être CMMC, pas de problème. Je viens de changer tout mon cœur réseau, donc switch, pare-feu, ce genre de choses-là. Et il a pris une marque qui est non conforme, je suis obligé de se faire arracher. Aïe. Oui. Donc là, c'est pour ça qu'on va dire aux gens, avant de toucher à quoi que ce soit, appelez-nous, on va vous le dire. Puis nous, on est solution agnostic, on ne vend pas de matériel, pas de solution. Dans le but de vous dire, selon ce que toi, tu fais comme métier, je vais te dire exactement quel type de solution tu as besoin. Parce que le genre de certification qu'on parle ici, le nerf de la guerre s'appelle Confidential Unclassified Information, le QI, OK, CY. Ça, c'est la donnée qui va être envoyée du Prime vers la PME, qui est souvent des plans. Okay? Et c'est cette donnée-là qui doit être protégée parce que c'est de l'information confidentielle. Selon le type de Prime, selon le type de contrat, selon ce qu'on fait, est-ce qu'on est un bureau d'ingénierie qui modifie? Est-ce qu'on fait juste reproduire? Est-ce que je dois créer? Est-ce que je suis un bureau de création de ce genre de truc-là? Bien, la solution derrière va changer. Puis il y en a qui ont le droit d'aller dans le cloud, qui va être approuvé par le militaire. Il y en a, par exemple, dans l'aérospatial. Non, il faut que ça reste sur site. Donc, c'est des solutions différentes. Donc, il faut faire attention de ne pas s'improviser. Puis, je demanderais aux gens de faire attention. Là, ChatGPT, c'est un super outil, là, mais il n'est pas expert en CMMC. OK? Donc, souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais j'avais demandé à ChatGPT voir si ça, c'était bon comme matériel, puis ça ne l'est pas du tout, parce que c'était hors contexte. »
Donc, il y a vraiment... oui, là, non, soyez vigilants là, par rapport à ça. Là. Oui. Écoute, Benoît, j'aurais le goût de t'inviter à jouer avec moi. Est-ce qu'on ouvre la boîte à astuces? On ouvre la boîte à astuces. La boîte à astuces. Donne au suivant en partageant ton meilleur truc. Donc, Benoît, quel serait ton meilleur truc ou astuce à donner aux PME en ce qui concerne la cybersécurité? Si ça n'a jamais été fait, une analyse de corps ou gap assessment, là, selon où vous allez, là, un audit aussi, tout ça, c'est le même nom. Pourquoi? Ça va vous donner une évaluation de votre structure actuelle. Et quand je parle d'audit, pas un truc technique qui vous sort 2-3 défaillances sur le réseau. Il faut que ça couvre l'aspect infrastructure, mais on veut aussi savoir c'est quoi le niveau de maturité du staff, c'est quoi les budgets alloués, c'est quoi la documentation, c'est quoi les politiques qui sont en place. Je ne veux pas juste savoir qu'est-ce qu'il y a sur l'ordinateur. Ce genre d'audit-là va vous permettre d'évaluer, de dire « OK, voici ma situation actuelle ». Et là, après ça, on peut se créer un plan d'action à l'intérieur de ça, puis évaluer évidemment les coûts OPEX, CAPEX, de ce que ça peut représenter d'investir. Si c'est déjà fait, souvent les gens, par, je dirais, réflexe, ils vont se lancer dans backup par feu antivirus, ce genre de truc-là. Je reviens toujours au plan. Parce que je vois trop souvent des gens faire des erreurs, acheter des trucs qu'ils n'auraient pas dû, acheter des applications qui se dupliquent. Et là, après ça, ils viennent me voir en disant « Ah, Ben, ça coûte donc bien cher, la cyber. » Ben oui, mais tu as 3 produits, puis les 3, il y en a une partie qui fait la même chose. Fait que si on fait attention, par mois, on pourrait déjà tomber à 2, puis peut-être même 1. Là, c'est des conversations que j'ai régulièrement. C'est que ce plan d'action-là, à chaque fois, à la fin de la journée, veut pas, c'est un investissement. Donc, il y a un signe de dollar. Moi, je suis entrepreneur, là, donc je sais très bien, quand je mets une pièce, j'ai besoin de savoir ça va être quoi mon retour. Ben le fait de le construire dans un audit puis de le suivre de cette façon-là, ça donne, comme je disais tout à l'heure, l'OPEX et CAPEX des dépenses possibles pour amener l'entreprise à un certain standard. OK? Là, après ça, si tu veux le truc défense, si on va aller plus loin, OK, l'astuce défense, je reviens à la même analyse des corps de base. J'en parlais ce matin. Les gens, des fois, me disent « Ben, je vais fast-tracker ça, je vais faire ton analyse des corps défense. » Je leur dis tout de suite, je mets 200$ à la table que ça va être 0 sur 110. Puis si je le faisais, probablement je pourrais doubler ma paye. La réalité, c'est que c'est un autre niveau. Fait que souvent, je leur dis, on peut-tu s'assurer qu'on a la base? Puis après ça, déjà, tu vas être capable, dans le speech, dans la maturité, de comprendre où est-ce qu'on va. Puis d'avoir un point de départ aussi. Exact, là, parce exact. Que, on n'a pas de photo. Ben oui, c'est ça. Puis comment est-ce qu'on peut savoir si on peut s'améliorer si on n'a pas notre point de départ? Puis pour revenir à ton 1860 de tout à l'heure, il y en a qui sont effectivement là sur le plan technologique, sur le plan de la sécurité, puis sur le plan organisationnel. Puis on ne veut pas insulter aucune entreprise. Là, on sait, les artisans dans les PME, ils mettent des efforts, mettent des énergies, mais veut pas, ça a aussi une incidence. À partir du moment où tu veux travailler dans ces ligues-là, parce que je pense que le niveau de défense, c'est ligue majeure. Il y a une progression, je pense, puis il y a plusieurs contraintes. C'est pas pour rien que c'est comme ça. Benoît, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, j'aimerais ça te reparler un jour de cybersécurité. Là, je pense que probablement la bonne nouvelle de cette information-là en vaut la peine. Good. Merci Parfait. beaucoup. Merci beaucoup. Cet enregistrement a été fait au Collège militaire royal de Saint-Jean. Merci à tous nos partenaires et aux nombreux participants. Pour avoir accès à toute notre programmation et nos activités, visitez expansionpme.org dans la section Activités ou, pour l'ensemble de nos projets, axemontérégie.org. Au nom de toute l'équipe, dans ce monde en continuel changement, nous vous souhaitons bonne innovation.